musulmane. La population du logement, la population du territoire ne va pas pouvoir se loger. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour des jeunes d'accéder au logement. C'est compliqué aussi pour des retraités d'accéder au logement. On en parle moins parce que je ne sais pas quoi, parce que c'est compliqué de voir arriver des jeunes dans la société et ne pas même pas pouvoir les loger. Les retraités, au moins, ils auront passé 50 ans, 60 ans logés, déjà. C'est assez compliqué à dire, mais c'est la réalité. Nous avons aujourd'hui sur le territoire quelque chose comme je ne vais pas vous lâcher le chiffre, mais 200 000 logements pour une population qui est de 300 000 habitants. Nous avons une proportion de résidences secondaires qui est en train de baisser, et donc qui laisse la place dans le pourcentage proportion de résidences secondaires qui est en train de se développer. 63% de la population habite sur les 10 communes qui touchent le littoral, qui touchent la mer. En étant dans 6 communes Bayonne, qui touchent pas la mer, qui touchent la Bourg. Sur ces 10 communes-là, sur les 2 derniers recensements de la population, mais il y en a 6 qui ont perdu au moins une fois de la population. Donc, en fait, ils sont dans les mêmes problématiques de plein de communes qui sont dans les communes rurales où on parle de problèmes d'accès, d'internet, de routes, de trains, de choses comme ça. Ben, en fait, le résultat en population, ben, on arrive à la même chose avec totalement l'inverse, c'est-à-dire un excès d'accès, un excès de routes, un excès d'internet, un excès de mer, un excès de vacances, des choses comme ça, et génère la diminution de la population sur la côte. Donc c'est dramatique. Voilà. Alors voilà, ça c'est le constat. On n'a pas l'occasion d'en reparler, mais voilà, ça dépend des choses. Donc face à cela, il y a quand même des initiatives qui se montrent. Je vais me tourner vers les représentants des offices HLM, Thibaut et Colette ici présents. Est-ce que vous pouvez présenter le système du bail réel solidaire, peut-être vous présenter aujourd'hui? Je donne d'abord la parole à Thibaut et après ce sera à Colette. On est tout bien? Oui, d'autant plus que je pense que Colette en sait vraiment un texte sur un morceau, puisque si je ne me trompe pas, vous avez été le 3e OFS agréé en France. Deuxième, je pense. Le premier à l'idée, le premier opératif. Oui, donc je pense que Colette pourra aussi tout à fait présenter, peut-être me compléter. Alors, le bail réel solidaire, qu'est-ce que c'est? C'est présenté comme une alternative à la propriété immobilière classique. En d'autres termes, cela repose sur le mécanisme de ce qu'on appelle la dissociation du foncier et du bâti. Effectivement, en droit commun, comme on l'appelle, le propriétaire du sol est propriétaire du bâti. Ici, avec l'intervention de l'OFS, on reviendra sur ce sujet plus tard, parce que quand on parle de bail réel solidaire, on ne peut pas omettre un acteur. C'est ce qu'on appelle l'OFS, l'organisme de foncier solidaire, dissociation foncier du bâti. Propriété classique, on est propriétaire du sol et du bâti. Ici, l'OFS sera propriétaire du sol et l'accédant propriétaire du bâti, ce qui engendre, si je vous simplifie un petit peu le schéma, une baisse du prix de vente d'environ 30%. Mais alors, attention, concernant ces éléments-là, tout dépend de l'opération en question, et tout dépend du territoire également en question. Il y a beaucoup d'organismes de foncier solidaires différents. Alors, vous avez ce qu'on appelle des structures qui sont constituées, organismes de foncier solidaire, mais également des organismes HLM, par exemple, qui peuvent se faire agréer organismes de foncier solidaire. Quel sera le rôle de cette OFS? Donc, l'acquisition du foncier et en contrepartie d'une redevance, si vous permettez, pour simplifier au maximum, de mettre à la disposition de l'accédant. Voilà. En bref. Le bail réel solidaire, je parle d'alternative à la propriété classique parce que vous n'êtes pas finalement propriétaire, vous disposez, si vous permettez ce vocabulaire un peu technique, de droits réels sur le bien. En simple quand même, pour que ce soit rapidement accessible, disposer du bâti. C'est un mécanisme, un dispositif anti-spéculatif par nature. C'est-à-dire que vous allez l'acheter à un prix. Et on va parler de plus-value maîtrisée, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le vendre au prix fort, si vous permettez l'expression. Alors, on parle ici du
Pays Basque, je peux vous parler, d'ailleurs, je crois que vous avez au col un exemple très parlant de quelqu'un qui avait acheté, rectifiez-moi si je me trompe, Colette, en PSLA, et 10 ans après, à l'expiration d'une clause spéculative, il avait vendu environ 400 000 euros son bien qu'il avait acheté environ 100 000 euros. Vous voyez, une value qui est assez conséquente et qui est un peu qui est symptomatique finalement de l'inflation immobilière. Ici, dans le cas du bail réel solidaire, vous êtes dans un cycle vertueux, C'est-à-dire que vous allez vendre à quelqu'un sous plafond de ressources, comme vous avez avec ce plafond de ressources. Donc, vous allez vendre à quelqu'un sous plafond de ressources selon un prix qui sera encadré, qui correspond finalement au prix de cession, donc au prix où vous l'avez acheté, qui va être indexé, qui va se baser sur un indice, ça, c'est un peu technique, on ne peut pas rentrer dans le détail, et sur lequel on va ajouter la valorisation potentielle des travaux d'aménagement, d'amélioration. Ce qui veut dire que vous n'allez pas faire, si vous permettez l'expression, un x4. Vous allez vendre à un prix tout à fait acceptable et raisonnable à quelqu'un qui présentera un profil assez similaire au vôtre. Alors, je ne sais pas si Colette veut peut-être compléter ce que je viens de dire. Oui. Un des avantages de ce dispositif, c'est que ça rentre dans la loi SRU des 25%, ce qui donne une forte attractivité de logement social pour les élus, puisque ça reste du logement social quand même, et c'est pérenne dans le temps. Ça veut dire que ce logement sera toujours à disposition des personnes à revenus modestes, sous plafond de HLM. Voilà. Et on se rend compte que des mairies comme Bidart, par rapport à ce que vous disiez sur la difficulté du logement, quand elle dit 50% de chaque construction doit être du logement social, qu'il soit en VRS ou en locatif. On voit bien qu'il y a une volonté d'arriver à augmenter ce pourcentage pour obtenir du logement social. Donc, et là, pour un exemple, on vient de lancer pas la commercialisation, mais l'information sur un grand projet à Carnot. Pour 100 logements, on a eu 300 demandes. Donc, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui, qui achètent véritablement. On a des jeunes de moins de 25 ans qui achètent un appartement parce que, grâce au BRS, le remboursement représente le prix d'un T2, même pas le prix moins cher que le T2 dans le privé. Donc, on se rend compte que c'est intéressant, sauf que moi, c'est ce que je défends comme idée, Paul, c'est de véritablement s'inscrire sur un parcours résidentiel ou express. Parce que sinon, compte tenu qu'il n'y a pas de spéculation, il ne faut pas voir la spéculation comme quelque chose le mot spéculation, automatiquement, n'est pas bon. Enfin, mais vous pouvez faire une plus-value qui vous permet d'acheter plus grand après. Donc, il faudra quand même s'inscrire dans cette démarche, parce qu'un jeune de 25 ans qui achète chez nous en BRS, sa famille s'agrandit, il forme une famille, tout, il ira vers un P3, voire un P4. Et il faut vraiment intégrer le fait que c'est une population qu'on aura à loger dans les quelques années futures vers plus grand. Et ils ne pourront acheter quasiment, compte tenu qu'ils ne pourront pas, entre guillemets, spéculer, comme on pourrait le faire actuellement. Ils seront dans du logement social. Voilà. Donc, ça nous oblige, nous, organismes HLM, à produire de plus en plus d'accession BRS. Voilà. Merci. On va rester sur le thème du logement social. Je me tourne vers notre personne qui est présente sur cette table ronde, Jérôme Barrois, qui lui représente donc l'association Habitat Humanisme, qui propose aussi de faire du logement social, mais aussi de faire un autre système que je vais vous laisser nous présenter. Donc, Habitat Humanisme a été fondé il y a 35 ans par une personne qui a rencontré des gens en difficulté. Et quand on a un souci, la première chose qu'il lâche, c'est le logement. Quand on veut rebondir, la première chose qu'il faut faire, c'est le logement. Donc, Habitat Humanisme propose des logements à des personnes en difficulté qui nous arrivent par des canaux divers. Et l'idée, c'est de leur permettre de se reconstruire, de se rebâtir. Donc, plus que le logement, Habitat Humanisme est la présence bienveillante auprès de ces personnes pour se reconstruire, réacquérir le savoir habiter, le savoir vivre, le savoir gérer, tous ces aspects, c'est quand même très important. Donc, la dernière fois qu'on a fait une déclaration de logement disponible auprès de tout notre réseau de travailleurs sociaux, on a eu plus de 65 demandes
donc valide pour un appartement. C'est vous dire, aujourd'hui, la difficulté, on a parlé de la difficulté du logement des jeunes, mais tout le problème du logement des précaires est difficile. Parce qu'aujourd'hui, avec l'énorme prix du foncier, tout le système est embouteillé. Et donc, les gens dans les logements, dans les centres d'hébergement, les CHRS, ne peuvent pas accéder à un logement, etc. Donc, du coup, par exemple, à Terbéa, le délai d'attente pour une personne seule est de plus de 3 mois. Parce que il y a pas de place. Donc, tout le système est embouteillé. Donc, il faut arriver à... Alors, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, à l'image de ce qui a été fait dans des pays scandinaves et au Canada, c'est comme le concept du logement d'abord. C'est parce que avant, on reposait sur le concept du parcours résidentiel. La rue, le CHRS, le centre d'hébergement, éventuellement le foyer de socialisation, ensuite la location-colocation, et ensuite, si ça se passe bien, pour arriver jusqu'au parcours du HLM. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde qui bouclait dans les deux premières marches de ce parcours résidentiel. Et donc l'idée, ça a été de renforcer très très fort la présence auprès de ces personnes, et donc pour les mettre très très tôt dans un logement, et leur permettre de réacquérir tous ces savoir-faire pour pouvoir se reconstruire et rebâtir. Et donc aujourd'hui, ce dispositif de logement d'abord se développe. Et donc nous ici, à Habitat Humaniste, on a répondu présent sur la côte basque, c'est très nécessaire, sur les Hautes-Pyrénées et aussi sur globalement le mouvement ensemble. Pour revenir un peu à l'histoire d'Habitat Humaniste, Habitat Humaniste a été créé par un promoteur immobilier qui a été amené à monter une opération de rénovation urbaine à Lyon il y a 35 ans. Et puis, donc, il a relogé les personnes. C'est une personne qui se trouvait mal. Il a été la voir à l'hôpital. C'était pas usuel pour un promoteur, quand même. Il a dit oui, mon appartement était pourri. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, je suis vieille. Mais les seules personnes que je connaissais, c'était les gens de mon milieu. Et vous me relogez au fin fond de la Bordeaux, avec un truc acceptable, mais moi j'en veux. Et donc, ça a déclenché son idée, et donc il a fondé Habitat Humanisme sur 3 idées. Le lien crée du bien. Donc c'est la présence auprès des personnes. La deuxième idée, c'est réconcilier l'humain et l'urbain. C'est remettre les gens en difficulté en cœur de ville, plutôt qu'à l'extérieur, au loin. Et ça, c'est quand même important, cette mixité sociale qui aujourd'hui disparaît. Et la troisième idée a été fondée sur l'épargne et non pas sur le don. Donc, dès le départ, il a monté, il a été pionnier de l'économie solidaire, puisqu'il a monté une coopérative immobilière, qui aujourd'hui c'est une société, et donc pour collecter des fonds, pour monter des projets immobiliers, et donc là, on arrive à récolter entre 15 et 20 millions d'euros par an, donc dans des conditions. C'est vrai qu'on a été pas mal aidé par les différents dispositifs fiscaux du gouvernement, mais néanmoins, ça a permis d'acquérir plus de 4500 logements au niveau national, et surtout d'être un peu innovateur dans le monde du logement. Donc, l'idée des résidences intergénérationnelles, c'est de mettre dans un même immeuble des personnes d'origine très différentes, donc des jeunes en insertion, des familles avec enfants, des personnes âgées à faible revenu. Alors ça, c'est une population qui va se développer énormément. Donc, de mettre et d'essayer d'instaurer un vivre ensemble harmonieux entre donc ça, il y en a. C'est un des projets qu'on a développé. On a développé ici 3 sur le département, un à Mayotte, un à Hendaye et 2 sur Pau. Et on ne désespère pas d'en monter d'autres. Après, l'autre grand savoir-faire de l'État-Unis, ce sont les pensions de famille ou maisons relais. Ce sont des structures de 15 à 20 logements, donc
et surtout avec 25% de surface commune pour permettre à ces personnes, souvent des personnes issues de la rue, bien cabossées, mais de retrouver un équilibre de vie et de pouvoir retrouver rebondir. Merci. Je me tourne vers Daniel. Donc, qui représente ici la structure HLD, qui est une association qui va bientôt passer en société. Et donc, je vais vous laisser nous expliquer en quoi consiste le système HLD. Donc, le système HLD, on reprend une partie des préoccupations de l'équipe par une idée un petit peu, non pas sur l'idée de la parcelle, comme je disais tout à l'heure, c'est radical. On a décidé de faire l'Angleterre pour quelque chose, cette chose-là nous appartient. Même si on avait tout le temps, on a décidé de faire le temps nous appartient. Donc, l'idée des Tchad, c'est tout simplement de devenir propriétaire du sol, de bâtiments qui sont sur ce sol, et pour éviter qu'à chaque génération, ce bien-là soit remis sur le marché qui autrefois était un marché local, dont ne posait pas trop de problèmes, puisque le futur acheteur, ça va être le voisin avec le même mode de fonctionnement. Aujourd'hui, ce marché local est devenu mondial, et on arrive avec des cultures différentes, on arrive avec des moyens différents. Enfin, des cultures, c'est des cultures différentes par rapport au voisinage. On a peut-être avec ses voisins, avec ses proches. Donc, des modes très très différents de toute la planète. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'abord de devenir propriétaire. Pour ne pas que ce soit mis en vente à chaque décès de chacun des propriétaires, puisqu'on est sur un schéma aujourd'hui de propriété privée individuelle. On achète quelque chose au décès, cette chose-là revient un peu sur le marché. Si la famille peut la conserver, cette chose-là, il y a assez d'argent pour ça, ben, on peut le conserver, ce bien-là. La question qui se pose à la famille, c'est que la famille va pouvoir conserver cette chose-là. C'est très important. Et donc, repasser à un schéma où la propriété n'est plus une propriété individuelle, mais une propriété individuelle toujours, commune. Ça n'appartient pas, c'est pas une propriété collective, ça n'appartient pas à la commune, ça n'appartient pas à la région, à l'État. Ça appartient à des gens qui ont ça, qui possèdent ça en commun, et qui en donnent l'usage à une personne, ou une famille, ou une structure, une entreprise, on peut, un usage privé. Voilà. Donc, l'idée, notre idée, c'est simplement d'acheter des biens et d'en revendre ce qu'on appelle l'usufruit. On vend la partie usage et la partie fruit à des gens qui vont y habiter là toute leur vie. Et dans le schéma, comme à la fin de leur vie, ils vont perdre ce droit-là. De leur vie, c'est que l'usufruit va revenir rejoindre l'autre partie de la propriété, c'est la propriété. Ce qui la structure qui gère en commun chacune propriété va décider de réattribuer cet usufruit à un des enfants ou à des descendants, quelqu'un qui aura été choisi par l'usufruitier du nouveau père. Comme ça, on arrive en fait à tout simplement avoir des gens qui habitent dans un endroit et qui se projettent sur leur avenir. C'est-à-dire qu'ils entretiennent le bien, ils l'améliorent, ils le préparent en fait pour les gens qui auront choisi une manière, pour les gens qui auront bien, quoi. Les gens qui ont envie de protéger. Sans ce moment-là, qui vont intervenir sur un bien dont ils ne maîtrisent que l'usage, ils n'ont pas la propriété totale, mais pour lesquels ils garantissent l'usage pour leurs propres descendants. Et ça de façon infinie. Et donc, comme ça, on rejoint quelque chose qui est assez important, je pense, quand on parle de lien, là. C'est-à-dire qu'on arrive à créer une sédentarité choisie, en opposition à l'idée que pour être moderne, il faut être mobile. C'est ce qu'on nous a expliqué. En fait, cette histoire-là, elle tourne assez vite court. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on nous dit que la mobilité est une des capacités que l'on doit avoir. Et le 40 ans, c'est quand même ahurissant de voir les dégâts que ça cause au niveau social, puisque ça détruit ce lien-là. Cette personne-là qu'on envoie dans la banlieue alors qu'elle connaissait tous ses voisins, même si donc vous avez des modes de vie différents avec ses voisins, se connaissaient. Donc, s'il manque des allumettes, s'il manque un paquet de farine,
S'il faut aller chercher un enfant à toute vitesse à la sortie de l'école parce qu'elle est prise dans un bouchon, et bien on connaît le voisin. Ça, c'est ce monde-là, le monde que vous développez avec ça. On va retrouver aussi dans d'autres systèmes, et qu'on veut développer avec ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens se connaissent pour arriver à faire quelque chose. Et il faut vraiment que les gens conçoivent leurs solutions. Donc, ces solutions au pluriel, il faut que ce soit les gens qui fassent. Et donc, ça veut dire que les Tchad, le projet global des Tchad, ce n'est pas d'acheter tout le Pays Basque, c'est qu'en fait, tous les habitants du Pays Basque arrivent à acheter tout le Pays Basque. Donc, ce n'est pas les Tchad qui va le faire. C'est ce qu'on va expliquer, ce qu'on est en train de expliquer. Il y a un très bon retour. Expliquer juridiquement, fiscalement, techniquement, animation, technicité, comment on peut faire nous-mêmes. La solution, elle ne va pas venir d'Angleterre. Elle ne va pas venir, alors je suis très friand de ce qui se passe dans le Nord, ce qui se passe, ce que va décider Paris. Et ça, je suis très friand. Les solutions pour en fait en miroir souvent découvrir que ces choses-là, elles existent déjà ici. On les a dans notre voisinage. Et le projet des Tchad, c'est tout simplement de faire ce qui se fait, ce qui existe, ce qu'on connaît tous dans un secteur qui est le secteur agricole. On a appelé le secteur, mais en fait, c'est le mode de vie de tout le monde. C'est-à-dire qu'une exploitation agricole ne se revend pas, elle se transmet. C'est grâce à ça qu'on peut avoir du bon magret, du bon œuf, du bon fromage. Parce que le paysan qui prend ça, le paysan qui prend ça, n'a pas besoin de s'endetter pendant 30 à 40 ans pour repayer à chaque génération son bien. Donc on doit enlever cette valeur, toute cette somme-là qui plombe, qui démolit nos vies pour prendre notre temps de vie, il faut choisir, il faut maîtriser notre temps de vie. Le monde actuel nous mange les âtres pour 30 ans pour un projet de vie. Donc, si on arrive à transmettre sans que chaque génération ait besoin de racheter la totalité du bien, ça fait gagner du temps de vie aux gens. Ce temps de vie-là, on l'a pour faire de la bonne nourriture pour obtenir de l'agriculture. Mais quand on est garagiste, ça laisse du temps pour faire une petite minute à discuter avec le voisin. Voilà. Et cette chose-là est importante. Donc voilà. Donc ça, c'est bon, les chats, et je vais laisser d'autres personnes en parler de chacun sa partie. Mais bon, c'est une alternative. Ce que nous aurions arrivé à faire passer, c'est qu'en fait, la solution, nous l'avons. Hein, ce qui nous manque, ce qui n'existe pas encore de façon institutionnalisée, et ça ne sera certainement pas institutionnalisé, ça serait peut-être certainement pas souhaitable parce que ça on arriverait à un paramétrage à nouveau. Il faut en fait créer de l'animation de territoire, de l'animation locale. Les solutions juridiques, on les a déjà, elles sont toutes à l'école aussi. Le savoir-faire entre nous, on l'a déjà, il suffit simplement du temps de parole, des choses, et on sait tout faire, hein. On s'est bâti, on sait. Merci Benoît. On parlait donc justement de propriété collective avec le Tchad. On va venir sur une autre propriété collective avec une autre initiative qui s'appelle l'OL Moderne, qui est ici à Paris. Et donc c'est Léonard qui va nous faire la présentation. Donc l'OALIS, c'est un projet à la base de plusieurs familles qui avaient comme utopie de vivre dans un environnement plus écologique pour leurs enfants et aussi de créer du lien d'entraide. Ils se sont rendus compte que dans la région, c'était quand même compliqué pour la plupart d'acheter un terrain, d'avoir une gestion agricole et de construire une maison écologique. Donc, ils se sont décidé de trouver un moyen d'acheter un terrain de manière collective et de construire des habitats qui soient collectifs. Donc, le projet aujourd'hui est composé de 9 foyers qui le financent. Au final, c'est prévu qu'il y ait 12 foyers qui vivent à l'intérieur. Pour commencer, donc les 9 foyers, en fait, ont monté une société civile immobilière. Et c'est elle qui va faire l'emprunt pour pouvoir faire le financement, l'achat du terrain, puis la construction des bâtiments. Chacun des 9 foyers qu'on appelle financeurs ou investisseurs
va ensuite payer plus ou moins sous forme de loyer à part. Une partie sera un peu comme une location-vente, c'est-à-dire que si on repart, on récupère la part financière et il y a une partie qui va sur tout ce qui est charges. Voilà. Et ça permet à des familles qui ont des revenus très différents, il n'y a pas d'obligation de tous mettre la même part. Donc on peut avoir des revenus moins qu'un autre et pour autant avoir un appartement qui va être adapté à la taille de sa famille. Il y aura en plus des 9 logements, 3 logements qui sont prévus pour la location. Un logement qui est pour des personnes de passage, des courtes périodes, peut-être 15 jours, un mois, 2 mois, qui veulent voir comment fonctionne ce système de collectif. Ensuite, un logement qu'on pourrait réservé pour les personnes de 65 ans. On a aussi une unité au niveau des âges. Je pensais que ce sont des personnes qui ont plus de mal en général à quitter le logement. Et un autre logement pour les personnes de moins dans ce projet, il y a une partie habitat, mais il y a aussi une partie agricole. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, on aimerait avoir une production de légumes et de fruits, éventuellement d'œufs, avec le principe de la permaculture. Et un tiers-lieu, donc un lieu qui serait ouvert au public, qui serait aussi disponible pour qu'on puisse avoir des bureaux ou des ateliers, des cabinets médicaux, paramédicaux. Donc, quand on s'investit dans ce projet, obligatoirement, on s'investit dans les 3 domaines. La partie habitat, la partie agricole et la partie service. Voilà un peu pour le projet. Alors, ce projet, on a eu beaucoup de difficultés pour l'achat du terrain, parce que personne parmi les 9 n'était agriculteur. Donc, il y a eu à un moment donné un truc à s'affaire sur la partie agricole. Donc là, finalement, on a décidé d'être locataire de la partie agricole et on a acheté, en fait, si on voit la vente constructive au mois de mars, après 2 ans de tergiversation. Donc, c'est l'achat et là, actuellement, on travaille avec les architectes pour pouvoir poser le permis de construire. On a un projet dans l'idée, on va voir, de démarrer la construction à partir de cet été. Et on aimerait qu'il y ait une partie qui soit en autoconstruction. On prend le micro au milieu. Alors, si jamais il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Sinon, je vais redonner la parole aux intervenants qui ont peut-être envie de réagir à ce qu'ont dit d'autres personnes sur la table, ou de repréciser des choses par rapport à ce qui a été dit. Et pendant ce temps-là, ça vous laisse un peu de temps si jamais vous voulez réfléchir à une question. Il y en a déjà une, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. On commence par la question. Allez. Je ne sais pas si j'ai pas écouté. Depuis quand il existe votre projet? Ça fait 2 ans. Il y a un micro sur la table. Ça fait 2 ans et demi qu'ils se sont réunis, qu'ils ont cherché le terrain, plus même peut-être, et que le terrain a été trouvé. Ça fait 1 an et demi qu'il est acheté depuis le mois de mars. Les gens d'ici? Oui, la plupart. Alors moi, je suis Bardos, je suis la seule de Bardos, mais les autres sont sur la côte basque, Anglette, Baguette, Autre question? Oui, simplement, moi j'avais une question. Je suppose que juridiquement, vous êtes créé en coopérative d'habitat pour pouvoir assumer les emprunts et, voilà. Et les banques vous ont suivi. Enfin, Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est peut-être rapidement une coopérative d'habitat? alors,
moi, je connais pas trop. Je connais simplement une expérience qu'on a vue à Bourg-en-Velin pour une résidence senior. En fait, c'était des projets, ce sont des projets longs entre le moment où on a envie de faire ce projet et de trouver le terrain. Et donc là, ce groupe de retraités, 16 logements, est constitué en coopérative d'habitants, ce qui veut dire que ils nous ont pris qu'un promoteur pour assurer la construction, la prestation de service, mais ils ont amené 20 000 euros pour amener le fonds du parc social, chacun, et ensuite les banques ont accepté de leur financer les emprunts logement social. C'est-à-dire que là, on était en plein dans le logement social et ils ont pu bénéficier de subventions de la CARSAT, puisque caisse de retraite, puisque c'était un logement senior. Mais ce projet-là fait qu'à un certain moment, comme vous n'êtes pas propriétaire du bien, si ça ne vous plaît pas, c'est pour X raison, dans des familles qui a séparation, par exemple, on repart, il faut retrouver de nouveau, pour l'équilibre de l'opération, très vite, une famille, qui de nouveau reprend les emprunts en route. Quoi, hein, voilà. C'est ça, la coopérative d'habitants. Voilà. Oui, juste, c'est peut-être. Là, effectivement, l'idée, c'est que chaque foyer va apporter un premier apport financier en fonction de ce qu'il veut, donc ça va rien d'un foyer à l'autre. Et ce premier apport va permettre, on a donc une banque, une coopérative, qui va du coup permettre de faire un emprunt. Effectivement, chacun achète une part, mais quand on s'en va, il faut trouver rapidement une autre famille pour pouvoir payer. Alors, il y a aussi, quand on parle de la spéculation, une cause de non-spéculation. Donc, quand on s'en va, on revend sa part, on remet sa part exactement même. C'était important pour le projet éthique. Et je ne sais pas si on peut dire une chose dessus. Attends, je vais prendre celui-là comme ça tu l'as vu. Donc, dans tout ce que vous avez dit là, Léonore ou Beñat, il y a beaucoup d'économie sociale et solidaire. Donc, est-ce que l'économie sociale et solidaire pourrait être... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que coopérative, c'est de l'économie sociale et solidaire. Et Tchaldé, c'est au départ une association qui devient une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Tout ça, ce sont à chaque fois des projets. On se demande souvent ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Pour ceux qui ne savent pas, moi je trouve que dans ce que vous avez exprimé, et après je vous poserai ma question, ça émerge du terrain. C'est-à-dire que c'est bien à un moment donné des individus qui collectivement se disent on a quelque chose qu'on souhaite faire, soit une idée, un peu la pensée magique, soit un problème à résoudre, et on s'y met tous ensemble et on essaye de le résoudre. Beñat, quand tu parlais de la spéculation foncière qui fait qu'aujourd'hui la transmission devient compliquée. Il y a la partie imposition, mais il y a la partie spéculative. Et Léonore, pareil. Il y a une volonté de plusieurs individus de vivre autrement l'achat du foncier et l'achat d'un terrain et l'habitat. Est-ce que vous pensez, parce que souvent on se dit, mais comment peut-on lutter contre cette spéculation foncière, etc. Ça fait des années que tout le monde se pose des questions. Est-ce que vous pensez que l'économie sociale et solidaire et ce type d'initiative suffirait, une question présomptueuse, bien sûr, est-ce que ça suffirait à résoudre une partie de ce problème important de l'habitat sur les territoires, et en particulier le nôtre, mais pas que? C'est une bonne question, c'est la bonne question. La réponse elle est toute simple, c'est que si on regarde un peu historiquement comment on a habité précédemment, comment on a possibilité de manger, c'était autrefois on était tous en bien commun, on organisait ensemble l'usage de ces biens communs, soit en mangeant des troupeaux, soit en faisant des troupeaux sur un secteur, soit en mettant de l'agriculture encore un engin d'agriculture à tel endroit et de l'agriculture à l'autre. Donc ça c'était des communs. Et donc on est passé à un système qui aujourd'hui on est donc dans cette propriété privée individuelle. En fait, le passage de l'un à l'autre, c'est vraiment des gens qui à un moment donné, la propriété en commun, c'était pas ces
c'est dans le commun. Quelqu'un qui veut développer une nouvelle production, ou qui a un peu plus d'idées que les autres, l'entrepreneur est déterminé par le commun. Donc, ce discours-là est venu un petit peu de l'extérieur, un petit peu beaucoup, et a petit à petit spécialisé, à donner envie aux gens de se spécialiser, ou à favoriser leur spécialisation, avec un peu la spécialisation de l'espace, de l'inclusion de l'espace en Angleterre, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, c'est le début du capitalisme. Et on voit aujourd'hui en fait, que les solutions, en fait, elles viennent quand on cherche, on s'est paramétré dans cette solution de l'écoute de gens c'est comme ça des experts, des gens qui ont la science. Et donc on les écoute, on va les chercher. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans le pro. Et il y a des gens aujourd'hui qui dorment dans leur voiture. Par exemple, il y a 2 personnes en 2021 qui sont mortes dans leur voiture. Des gens que les Andaliers connaissaient. On voit sur Facebook où on voit que les gens qui font des témoignages sur les gens qui sont décédés. C'est des gens qui sont eu à l'école avec. Donc il y en a 2 en 2021. Quand on voit qu'aujourd'hui, on ne produit que 3% de l'alimentation, comme la nôtre, commune à 300 habitants, dans cette dépendance à l'extérieur, en fait, on est très dépendant toujours de l'extérieur. Et les solutions, à un moment, il va peut-être y avoir, c'est l'extérieur qui va comprendre ce qui se passe. En fait, les solutions, la multiplicité de solutions que l'on a, ça sera des solutions énormément venant du territoire, mais ce sera des solutions horizontales. Donc, ce côté ce groupe-là de Bardos, qui est extraordinaire, totalement utopique, si on avait pu connaître 1960 devant. Aujourd'hui, en 2021, on se demande qu'est-ce qu'il y aurait comme autre alternative que ça, parce qu'on n'a pas tant que ça, en fait. C'est un échec global de ce système de l'extérieur. Moi, je l'analyse un peu comme ça. Quand je en train de peu logique, c'est quand même le verdict, c'est quand même un peu. Et donc, c'est des gens localement qui démarrent ça. Donc, l'économie sociale, ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire, ce sont des gens qui se disent, mais on ne va pas gagner de l'argent sur la nourriture. On ne va pas gagner de l'argent sur notre plan d'organisation. On ne va pas gagner de l'argent sur notre logement, puisque c'est les nôtres. On n'a pas besoin de saucissonner notre temps de journée pour dire que l'heure, ça nous permet de faire un bénéfice sur tel autre. De toute façon, le bénéfice se fera comme déficit qu'on n'a pas créé sur l'heure d'à côté. Et donc, l'économie sociale, c'est vraiment, on fait nous pour nous-mêmes. Alors, et alors, on génère des solutions phénoménales. C'est-à-dire que vous réunissez 3 personnes dans une salle, personne vont travailler, et en fait, c'est la 4e qui sort. La 4e, que personne n'aurait pu écrire avant la réunion. Et les 3 personnes sont totalement solidaires, ils portent cette 4e idée. C'est vraiment la naissance de la rencontre de ces 3 personnes. Et ça, il faut que physiquement, ce soit encore que ce soit des gens qui soient au contact physique. Il faut qu'ils se connaissent, qu'ils soient voisins, des liens. Hein, et qui n'estiment pas que ces groupes-là, forcément, vont être en réseau avec d'autres. Donc, ce que et monsieur Thibault, avec cette rencontre qui fait des guerres OFS, c'est aussi solidaire. Mais ce qu'on a, c'est quand on partait à table liste, il y a la structure, publicité, on ne pas beaucoup, c'est le culture, qui a un fonctionnement de réseau et qui prend un temps d'une journée tous les 2 mois pour le brainstorming pendant 2 mois. Ce fonctionnement de réseau, chacun produit dans son coin et met en commun. Et donc, l'économie sociale et solidaire, je pense qu'elle est très empreinte d'une certaine horizontalité. On sort d'un système vertical, on sort de notre alignement à des préconisations émises par des experts qu'on ne connaissait pas hier, qu'on a beaucoup de temps à obtenir. On sort de ce paradigme-là et on revient dans un paradigme où on invente le moment. Donc, ça, c'est un peu ça. Merci. Oui, par rapport à ta question, si on faisait un petit peu l'historique du logement, faut se rappeler là de Pierre, on est en crise sauf qu'à chaque fois, il y a des solutions. Bon, la crise, elle est beaucoup plus importante maintenant, mais moi, il me semble, et comme vous dites, c'est du débat que peut naître des idées, alors peut-être dire probablement une énorme bêtise, mais je me dis ce qui a fait du tort
depuis à peu près les années 90 peut-être, c'est la défiscalisation. Parce que beaucoup de logements étaient par des institutionnels, des assurances, des mutuelles, etc., qu'elles ont commencé à vendre à la découpe. Après, il y a eu de la défiscalisation qui a permis à certains, quelquefois des gens qui n'étaient pas non plus des très riches, hein, mais qui ont investi dans un logement pour leur retraite, leur future retraite. Sauf que bon, ils ont bénéficié d'un avantage fiscal pendant 10 ans, 12 ans, et après l'appartement est revenu sur le marché. Et le marché qui, lui, augmentait et était spéculatif. On pourrait imaginer peut-être un dispositif, et je dis ça parce que les promoteurs privés sont très tentés de faire de l'OIP. Ça les attire beaucoup. On pourrait imaginer qu'ils font de la défiscalisation, certes, et que ce produit fiscal défiscalisé ne peut pas, devrait être au bout de la fin de la défiscalisation anti-spéculatif. Ce qui permettrait de nouveau à des gens à des revenus modestes soit de l'acheter, et je veux dire, il pourrait peut-être sécuriser ce produit, ça veut dire que la personne pendant 10 ans, elle a bénéficié d'un avantage fiscal, mais le bien ne repart pas dans ce système de spéculation énorme. Voilà. C'est pas vrai aussi pour les logements en accession à la propriété. Est-ce que c'est Attendez, je vous donne le micro parce qu'il y a des gens qui disent, mais en fait, Bonsoir, excusez-moi, bonjour. Oui. Je dis simplement, est-ce que c'est pas une réalité aussi pour les logements d'accession à la propriété, qui sont très souvent à l'origine du logement social, accession à la propriété, au bout de 10 ans, au plus tard, ils reviennent sur le marché spéculatif. Oui. Et là, il n'y a absolument aucun avantage fiscal pour celui qui a bénéficié. Oui, j'aimerais répondre à l'intervention de monsieur. Là, vous parlez typiquement de l'expiration des clauses anti-spéculatives dans l'accession sociale classique. Ces éléments-là, oui, c'est problématique qui se rencontre. Mais de toute manière générale, il y a deux réponses que je pourrais apporter à votre intervention. La première, c'est est-ce que finalement, si on vient on essaie de conceptualiser la chose, est-ce que c'est pas finalement l'accession sociale qui est l'enjeu juste prix? Est-ce que finalement c'est pas l'accession sociale qui est l'enjeu juste prix et pas justement ce qui est proposé par le promoteur privé? Alors moi je vous prends un exemple très simple, pas du Pays de Basque. Désolé, ce sera pas l'exemple local, là, c'est plutôt un exemple sur la région bordelaise, où de notre côté, je peux clairement vous dire que les locaux, ceux qui ont acheté Bordeaux, aujourd'hui ne peuvent pas acheter, et ceux qui travaillent sur Bordeaux ne peuvent pas acheter les Bordeaux. Pourquoi? Il y a des appartements qui sont à 5 000 € sur la promotion privée. Mais on peut proposer en accession sociale des appartements à toujours très cher. Mais je vous rappelle quand même un bassin d'emploi différent, un bassin économique différent, des appartements à 250 000 €. C'est énorme en fonction du bassin géographique. Mais qui est quand même plus accessible pour quelqu'un qui vit à Bordeaux, qui a des salaires bordelais, par exemple. On va dire de l'ordre de 800 000 €, vous voyez. Ça, c'est la première intervention sur le public. La deuxième, la solution qu'on porte, alors effectivement, c'est pas une solution locale, c'est une solution qui est anglo-saxonne, enfin, qui est poste, les ingénieurs ont expérimenté. Alors, avec une particularité, c'est qu'il applique également au marché libre, ce qui fait que ici, ça n'apporte absolument aucune réponse à la spéculation immobilière. C'est que le bail réel solidaire vient encadrer ces prix de revente, vient encadrer ces prix de cession. C'est le dispositif anti-spéculatif, entre guillemets, attention, sur les logements. Le spéculatif par excellence, puisque le prix de vente est encadré. Vous ne pouvez pas le vendre plus cher que vous l'avez acheté, avec évidemment l'application d'un indice, et là, les améliorations que vous lui avez apportées. Sachant, pardon, que chaque espèce a ses propres règles. On parle de proximité. Alors, c'est certes pas au niveau de ce qu'on proposait, c'est sûr. Mais, par exemple, l'école est très bien inventée au Pays Basque, il connaît le bassin basque, il vous apportera une solution de proximité. Vous avez pas mal d'OFS, normalement 15 OFS agréés, mais chacun avec son bassin géographique d'attention de prédilection. On est donc ici aussi dans le point de proximité. Mais le bail réel solidaire, alors moi, c'est vrai que je vais également vous apporter une réponse. Je pense que la diversité, la diversification des outils, c'est aussi une bonne chose.
C'est-à-dire que je pense qu'on peut, je suis en personne en disant que c'est différent lorsqu'on habite dans des lieux différents, des cultures différentes. Je pense que la proximité se perd lorsqu'on est en milieu urbain. Je parle notamment de nous, par exemple, pour Bordeaux, donc on est allé à Paris, ceux qui ont vécu à Paris, vous n'avez pas la même chose, vous n'avez pas le même voisinage que quelqu'un qui vit en banlieue bordelaise ou au Pays Basque. Vous avez pas mal de choses, votre culture est différente. Donc, dès lors, je pense que une solution qui est certes apportée, qui vient d'inspiration étrangère, c'est pas nécessairement un mal. Je pense finalement que la diversité des modes d'accession, le parcours résidentiel, c'est une solution de manière générale qui est aussi acceptable et qui permet de lutter contre la spéculation. Je parle notamment du BRS. Par contre, un point faible sur le BRS, et qui était notamment reconnu dans ces réunions nationales du réseau des EFS, c'est que oui, c'est un dispositif anti-spéculatif sur le prix de vente de votre bien, vous n'avez pas spéculé sur le prix de vente, mais pas du foncier. Quand on sait que quand le propriétaire foncier veut céder à un promoteur immobilier, notamment surtout un OFS, un promoteur immobilier, un OFS, il sait, s'il est un peu informé, que cet organisme-là va s'endetter sur le très long terme. Il va s'endetter sur le très long terme, 380 euros, pour pouvoir financer l'acquisition du foncier. Il sait que lorsqu'elle le souhaite, la collectivité locale est très impliquée dans l'organisme du foncier solidaire. Elle va faire quoi? Elle va, quand elle le peut, décoter les terrains qu'elle apporte, mais là on ne parle pas des écoles, elle va subventionner, elle va capitaliser le fait, c'est-à-dire qu'elle lui apporter des fonds, elle va apporter des financements. Et que va faire le vendeur dans une optique spéculative, ici, au niveau du foncier? On a déjà mettre le fait sans concurrence, un peu tout. Il y en a plus de 80 il est aujourd'hui, 15 dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Il suffit de démarcher. Voilà, je peux démarcher, je vais voir tout à la proposition. Et finalement, on se retrouve avec un dispositif qui, in fine, est spéculatif, mais à l'initio, elle se retrouve généralement en spéculation. C'est-à-dire que vous verrez. Oui, absolument. C'est vertueux au départ. L'idée est bonne, mais in fine, vous êtes anti-spéculatif, mais à l'origine, malheureusement, on n'a pas aujourd'hui, alors pas ma connaissance, peut-être que vous l'avez vous, mais pas connaissance d'un dispositif, d'un moyen de stopper la spéculation foncière dès le départ. Voilà. Leur tour, par contre, il y a une dernière question de Sonia, peut-être. À Éléonore, la gouvernance, comment se passe la gestion de Ramon, j'ai vu ça là. Qu'est-ce qu'il y a de tout ça? C'est un système qu'on appelle de gouvernance partagée. Donc, il n'y a pas une personne décisionnaire, on ne fait pas d'élection sur une personne. Donc, on fait très régulièrement des réunions tous ensemble avec ceux qui connaissent les principes de la gouvernance partagée. Il y a des temps de parole pour chacun. Chaque décision est prise. Il n'y a pas non plus de système de vote, par exemple, avec voilà, c'est des décisions de consensus. C'est-à-dire qu'on va s'opposer à une décision après un temps de discussion, uniquement si vraiment on considère que c'est inacceptable pour nous. Et si on considère que c'est acceptable, après un temps de discussion et consensus, on va prendre des décisions de cette manière. Ensuite, sur l'organisation, il y a des petits groupes qui se montrent pour chaque sujet. Donc, il y a un groupe qui s'occupe de tout ce qui est budget et financement. Alors, je n'ai pas cité Finacop, avec lequel on travaille énormément. C'est très complexe au niveau juridique et budget, et que personne ne peut brancher là-dedans. C'est Finacop qui nous guide là-dedans. Il y a un groupe qui s'occupe du projet agricole d'infrastructure, un autre groupe qui s'occupe du tiers-lieu. Donc, chaque groupe travaille en autonomie et ensuite c'est revenir sur son travail, ses propositions, ce qu'on appelle en réunion plénière. Et c'est là qu'en plénière, on va valider ou pas, ou apporter une modification, ou questionner, ou apporter, demander à ce que le projet évolue dans une direction ou valider
Le micro est derrière toi. Nathalie Théogen, je suis architecte, je travaille avec Oasis, c'est un plaisir de travailler avec Oasis. Et ce que juste je voulais rajouter à ce que vient de dire Léonard, c'est que le poste est malade. On va croire que ça se fait tout seul. Je suis impressionnée par la quantité de travail qu'on produit et la fluidité qu'on a. J'ai eu l'occasion d'en parler à la table de l'homme cet après-midi, de comment moi, en tant qu'architecte, je travaille avec 9 clients sur un projet. C'est fluide parce qu'ils ont une gouvernance qui est incroyable. Ouais. Mais parce qu'il y a un architecte aussi qui accepte ce mode de fonctionnement. C'est peut-être pas quelque chose de courant non plus. Par contre, on va passer justement, on pourrait passer un petit peu de film montrant tout ça. Enfin, d'accord. Ok. Si tu veux. Forcément des concurrences, mais véritablement aujourd'hui c'est davantage une crainte. C'est notamment un OFS, enfin le PFR, qui nous a indiqué après tout 15 OFS d'agrément de Nouvelle-Aquitaine qui en principe peuvent intervenir sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous rassure, il y a un OFS métropolitain qui a été créé à Bordeaux. Je suis sûr que c'est beaucoup sur le débat, qui peut aussi être un peu cohérent aussi dans son mode de fonctionnement. Et généralement, vous savez, les collectivités ont largement leur rôle à jouer là-dessus, notamment de ça, c'est sur le terrain qu'elles maîtrisent, parce que elles ont des maîtrises foncières sur le terrain, déjà sont plus garantes, je ne vais pas dire garantes du montant de la redevance, c'est pas vrai, mais elles jouent aussi leur part de plus qu'elles font. Mais je ne pense pas, ça reste une crainte, effectivement, dans ce test. Mais le dispositif est encore assez neuf, même si c'est vrai que des organismes comme l'école, comme le FSB de Rennes sont précurseurs en la matière, le dispositif est encore assez jeune, 2018. Donc on pourra avoir un peu de recul, enfin en France, là-dessus. En France, parce que je mesure qui intervient, on aura un peu de recul un peu plus tard. Mais là où je pense que vous allez avoir une généralisation possible de ce type de succession foncière et bâtie, parce qu'aujourd'hui, c'est réservé conformément au foncier solidaire, qui vendent sous toute façon de ressources, c'est qu'avec le projet de loi qu'on appelle 3DS, il y a une réflexion en fin d'année sur le possible élargissement de ce type d'association foncière bâtie de manière générale. Alors, évidemment, dans les discussions, on se dit peut-être réservé socio-collectivité ou pas du tout. Mais en tout cas, la grève est là, on réfléchit à potentiellement élargir ce dispositif de dissociation foncière bâtie sur une période d'expression sur des éléments de la question sociale à la propriété. Et là, effectivement, on va se retrouver, mais là, ça ne concernera plus, vous savez, les foyers sous la ressource, parce que fatalement, ils vont être exclus de cette typologie d'accession. Mais là, les OFS ont tout leur rôle à jouer, parce que ça fait tout. Leur rôle, c'est leur raison d'être, c'est leur rôle social d'intervenir, c'est de proposer de l'accession abordable, donc toujours sous la compris par les ressources. Alors là, il y a une petite vidéo, très bien, enfin, j'ai passé au fur et à mesure. Ce mur-là, ça permet de mutualiser la cour. Ça sort à combien en BRS? Alors, à 2250 € du mètre carré. Entièrement construit. Vous ne remettez pas tout à la maison. Là, on a vu quelques belles opérations qui sont soit du logement social, soit de l'accession sociale à la propriété, avec un nouveau mécanisme qui s'appelle le bail réel solidaire et qui permet d'acheter beaucoup moins cher parce qu'en fait on n'achète que le bâti et on loue le terrain et ça permettra aussi de garder ces appartements à des prix abordables au fur et à mesure des familles qui s'y succéderont. Je trouve ça très chouette ce que vous avez réussi à faire. 2, 3, 4 logements et celui qui est traversant là. Ça c'est l'étage. Bonjour monsieur. Vous envoyez dans mon fenêtre. Merci monsieur. Toute partie et tout l'arrière est insalubre, qui sont rénovés. Le foncier n'est plus un problème parce qu'il est laissé sur une longue durée, donc d'absorber. Cet outil du bail réel solidaire porté par ces offices, c'est un outil qui permet
une accession à la propriété des classes moyennes et qui permet de lutter contre l'augmentation inexorable du prix des maisons, des appartements. Et en plus ici ça se double d'une très belle opération de rénovation qui est exemplaire parce que c'est quasiment comme une maison, c'est une grande maison qui a été divisée, mais chacun a son morceau avec un terrain et ça montre qu'on a des solutions qui peuvent répondre aux besoins de la planète, moins artificialisées, qui sont des solutions qui sont rentables, soutenables économiquement, y compris pour des classes moyennes, et qui sont des belles réalisations. Et c'est l'objet de la démarche que j'ai lancée qui s'appelle Habiter la France de demain, dans laquelle je voudrais montrer qu'il existe déjà des tas de solutions entre l'immeuble classique dans lequel vous n'avez pas du tout d'accès extérieur et la maison individuelle. Et on a fait de cette opération un de nos 12 démonstrateurs sur lesquels nous avons fait des petits films avec M6, justement pour donner à voir et pour donner envie. Et moi je trouve que cette opération, elle donne envie. Pause technique, y aurait-il une question? Est-ce que le COL continue à faire des projets sans OFS? Non. Ah. Alors là, la réponse était non. Non. Non, parce que le foncier étant tellement cher. Et le PSLA, aujourd'hui, on a quasiment stoppé la production de PSLA parce que les taux d'intérêt bancaires vont probablement aller plutôt vers une hausse. Ah oui, ouais. C'est un prêt qui permet à des revenus modestes d'accéder à la propriété, prêt social, location accessoire. Aujourd'hui, une banque s'engage sur une famille, on lui présente ses revenus, et la banque dit aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je peux vous faire une offre de prêt. Sauf que le PSLA est lié à une durée d'option. Vous allez avoir après de la banque le PSLA, enfin voilà, vous aurez ça. Vous êtes locataire du COL pendant, ça peut aller jusqu'à 2 ans, et en bout de 2 ans, vous prenez l'option d'acheter. Donc la banque qui vous a fait à l'époque 2 ans avant une offre de prêt peut vous dire, mais en 2 ans, le taux d'endettement, enfin le taux des emprunts bancaires a augmenté et vos revenus non, donc je ne peux plus vous financer. Donc il y a un tel risque aujourd'hui que on ne fait plus de PSLA au COL. Voilà. Donc en fait on achète mais ça sera toujours pratiquement en OFS. Alors, je voulais intervenir parce qu'on m'a interpellé dans la salle pour simplement indiquer que le respect des plateformes ressources, c'est pas évidemment un critère d'état de l'acheter au bail réel solidaire, c'est absolument, ça ne fait plus que donc vous devez simplement respecter les plateformes ressources. Alors ici PSLA, c'est toujours la référence de location-accession, mais simplement la conclusion de votre contrat, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ensuite gagner mieux votre vie. Et je vous souhaite. Je voulais faire une petite remarque par rapport à la spéculation, c'est-à-dire la concurrence et tout ça au moment de l'achat. Donc, c'est vrai que c'est toujours regrettable, on se dit on va payer plus cher et tout, mais en fait, que ce soit le système, on rentre dans ce système-là, dans une idée de la maîtrise de long terme du foncier, dans la maîtrise de la possession de long terme. Donc, l'office foncier est propriétaire de ce terrain pour toujours. C'est-à-dire que le plus qu'on pourrait payer en moment, c'est-à-dire les 10 ou 15% que l'on peut payer peut-être éventuellement à l'entrée dans le système, quand on achète ce terrain-là, il est lissé et puis ça ne se renouvellera plus. C'est-à-dire qu'on est là aussi sur une parcelle cadastrale où il n'y aura plus de spéculation. Et en fait, c'est quand même ça fait partie des solutions définitives tant que l'OFS n'existe pas. Oui, parce que je reviens sur la question qui a été posée éventuellement la concurrence entre OFS. Aujourd'hui, les OFS sont pratiquement du domaine d'organismes HLM, sauf sans but non lucratif. On peut imaginer, puisque de toute façon, le financement de ces prêts à long terme, aujourd'hui au COS, c'est avec la Caisse des dépôts. Donc un organisme qui finance le logement social. On ne peut pas imaginer qu'on restera inactif face à de la concurrence entre OFS. Ça ne peut pas être du bien public à un certain moment qui finance ce type de montage financier
pour ensuite. Et pour après accepter l'idée de fait de la spéculation. Et il y a toujours aussi l'action de dire le propriétaire qui fait monter les enchères, ben lui, au fur et à mesure de l'enchère, il va être taxé. Parce qu'il y a quand même aussi celui qui vend. La problématique du Pays Basque, c'est quand même aussi ça. Hein, on est contre la spéculation, etc. Sauf qu'au départ, c'est quand même les gens qui habitent ici qui vendent. Donc, on peut s'enrichir. Mais certainement, si on commence à trouver le petit truc qui ne va pas et qui permet de faire de la spéculation avec plusieurs OFS, il faut que le propriétaire foncier, lui, soit doublement taxé et que l'argent revienne éventuellement pour financer de nouveau des achats de terrain. Mais il faut que ce soit vertueux au départ. Ça l'est au départ, il faut que ça le reste. Et ça, les journées qu'il y a anticipent ce risque de dérive, je pense. Rapide, parce qu'après, on va regarder la vidéo. Absolument. Pour compléter les propos de la précédente intervenante, je dirais que il y a le vendeur d'un côté, il y a aussi les acheteurs. Après tout, on le sait toujours, lorsqu'il y a un peu de spéculation, lorsqu'on est un peu mis en concurrence, des hypothèses où le prix de vente commence à être pas disproportionné, mais singulièrement, ou de manière significative, augmenté. Peut-être aussi que c'est à l'OFS de dire non, parce que je n'ai pas envie de m'inscrire là-dedans. Mais finalement, je n'achèterai pas le moteur. C'est aussi une sanction au-delà de la taxe du vendeur, mais c'est aussi une sanction un peu plus éthique, déontologique. Après tout, aujourd'hui, on est organisé en réseau. On est un réseau, mais on n'achètera pas ce foncier-là. Tant que monsieur ou madame ne se résout pas à rester raisonnable. Allez, en avant pour l'oasis du Tendre Vert. Alors, bonjour, chers foyers en parcours d'inclusion. Nous avons essayé de faire un petit fichier qui va récapituler. On est toujours sur le niveau d'écran. Pardon. Alors, donc, vous pouvez continuer à discuter 2 minutes. On avait été rapide que c'est pas un individu ni un OFS qui va calmer la circulation. Parce qu'on est dans un système économique qui fonctionne. Il y a beaucoup d'argent. Ces derniers temps, il y a énormément, il y a des masses d'argent en jeu énormes. On en est arrivé à des taux d'intérêt négatifs. Et les gens, ils investissent juste pour sécuriser leur argent. Et il y a beaucoup là où est l'argent, on veut le placer. Et donc, ils sont prêts à mettre des sommes faramineuses, n'importe où. Les OFS, et bien, ils prennent pour le pied. À partir du moment où les institutions publiques ne peuvent pas sécuriser l'achat, eh ben, il faut une autorité, il faut une régulation. Alors, on va, en attendant que ça télécharge, on va regarder Habitat Humanisme, qui a une magnifique ville. Voilà, et je reviens sur la Villa Marie. Ouais, c'est bon là. Ah. Il y a eu une bâtisse à rénover à Hendaye, qui appartient toujours à l'évêché, et Habitat Humanisme ayant signé un contrat de 40 ans afin d'effectuer des travaux pour faire des logements sociaux, que ça a concerné des personnes, des seniors, des personnes retraitées, des personnes en difficulté pour retrouver une activité, une insertion professionnelle. C'est ça? Casa Michela. Ah. Wow. Voilà. Alors, le petit hall d'entrée, voilà. Wow. Vous avez le coin cuisine, là. Ah, c'est super. Avec effectivement les 2 plaques, un petit réfrigérateur. Ah ouais. Hein? Oula, c'est joli. Oui. C'est beau. Vous avez ici de quoi ranger des affaires. Vous avez la hotte, tout ça c'est tout neuf. On a mis la paillasse aussi, si vous voulez mettre. Ah oui, oui. Oh, ça c'est beau. Je suis contente. Oh là. Vous pouvez très bien mettre une machine à laver, un four. Voilà, je vais me l'acheter. Vous avez les prises. Hein? Ah, c'est super. Wow. Et puis la pièce de séjour. Wow, cette lumière, mon Dieu Seigneur, moi que je n'ai pas là, j'habite. Oh, ça Seigneur, je te remercie. Oh là là, la lumière.
Vous étiez un peu désespéré. Voilà, je me disais ce que je vais trouver. Donc c'est un grand jour pour vous aujourd'hui, oui, c'est Voilà, important. tout à fait, c'est très très important. Surtout que je suis sans logement. Sans logement, on ne peut pas trouver de travail. Donc j'ai peut-être trouvé un travail ici pour la saison, ou quelque chose comme ça, pour débuter, quoi. Donc ça serait super. Voilà. En plus, il y avait des gens sympathiques autour, donc c'est du social, tout ça, parce que ça fait 7 ans que je suis rentré de l'étranger, j'ai pas d'amis du tout, je connais plus personne en France. Superbe. Magnifique. Je suis super impressionné, bien sûr. C'est propre, c'est joli, c'est tout. Ah ouais, c'est rien à dire. On part à la formation à Bordeaux et il est 7h15. Oui, la journée de formation est basée sur l'accompagnement. Nous allons apprendre à accompagner les personnes qui sont à la Villa Marie. L'accompagnement de personnes, c'est un soutien dans le quotidien qui peut être très varié. Ça peut être pour juste de l'écoute, pour voir comment vont les personnes, comment elles se sentent, si elles ont besoin de quelque chose. Ça peut être une aide au niveau de l'administratif pour réclamer un papier, faire une démarche. On va faire de la sensibilisation à l'accompagnement chez Habitat Humanisme. On a toute une série de séquences, d'exercices sur ce sujet, des exercices sur l'écoute active. Et puis progressivement, la journée se déroulant, on va rentrer dans les aspects plus pratiques. Comment ça se passe la première rencontre, comment on rencontre un locataire. On va penser et se former ensemble aussi, parce qu'on va se nourrir aussi de votre participation. Ça m'a apporté, oui. Franchement, je me rends compte que l'accompagnement, c'est pas simple. Hein. Il y a un véritable engagement, que ça prend beaucoup de temps, mais que ça peut être aussi très intéressant dans la mesure où on peut faire évoluer une personne. Voilà. Donc oui, j'ai appris beaucoup de choses, mais je crois que j'ai à approfondir aussi un certain nombre de choses. Et en faisant, je pense que j'aurai peut-être des solutions aussi concrètes. On va chez Sarah et Juan. Et le petit Juan aussi. Bonjour. Sarah, on va voir un petit peu où on en est de ce qu'on a commencé à faire ensemble. C'est super bien, je suis super contente d'avoir mon petit chez moi, avec mon petit enfant. Non, franchement, ouais, je suis contente. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à tous les trois? La tranquillité, beaucoup de tranquillité, beaucoup de... apaisé, on se sent plus apaisé parce qu'on vivait avec 7 enfants en plus dans un appartement de 3 chambres, c'était pas super. Du coup, ouais, je suis super contente. Frédéric, elle me donne des conseils. Dès que j'ai un problème, je peux les appeler pour qu'elle m'aide un petit peu. Par exemple, pour ouvrir un compte, moi toute seule, je sais pas si j'aurais pu le faire. Du coup, Itiar, elle m'a aidée. Même pas eu le temps d'arriver, j'avais tout fait. Et je prends livraison de mon petit appartement. Temporaire, mais tellement salvateur, on va dire. Ça serait des choses, moi, dans mon esprit, que je laisserais en partant. Allez, vas-y, je te suis. Allez, vas-y. Alors, c'est bien? Tu vas voir ta chambre? Un grand placard. C'est surtout ce que tu vas mettre là-dedans? Des jouets. Des jouets? Tu vas ranger tes jouets? Oh, ça c'est bien. T'habitais où avant? Dans un bateau. La situation du logement actuellement, c'est très compliqué, c'est difficile de... Au niveau du nombre, il y a très peu d'annonces, et quand il y a des annonces, c'est très cher. Et toute seule, avec le petit, les charges, je travaille en indépendant, et c'est vrai que à la fin du mois, c'est compliqué d'acheter à manger, quoi, tout simplement. Un si bel endroit, c'est pour se reconstruire, c'est vrai que c'est une chance incroyable. Ouais. Je suis émue, quoi. La première fois que je suis rentrée là, c'était sublime, hein, c'est incroyable. Et d'arriver là, c'est vrai que c'est apaisant, quoi. C'est rassurant. Pour faire vivre ce collectif, justement, c'est intergénérationnel, donc
On a intérêt à ce que les gens puissent bien se connaître pour s'apprécier si possible, voir ce que chacun peut apporter à l'autre tout en étant très différents. On se réunit pour ces animations collectives. Moi je suis Rodolphe, je suis l'appartement numéro 3 et je suis très heureux d'être ici. On se donne des coups de main et on fait des réunions aussi pour se mettre un petit peu au courant de ce qui se passe et c'est intéressant. On n'est pas largué dans la nature non plus. Pour moi, ça m'a sécurisé, ça m'a apaisé, parce que je voyais très, très mal mes années à venir. J'étais pas du tout... j'étais très inquiète en ce qui me concerne. Et alors là, maintenant, enfin, je suis chez moi. C'est 16 mètres carrés, c'est quand même tout petit, mais pour moi, on dirait un château. Ça me fait le même effet que si j'avais une villa avec piscine. Voilà, exactement la même chose. Distribution de milliardises. Quel goûter? Allez, il faut se laisser tenter là. On a l'inauguration de la Villa Marie et avec tous les bénévoles, tous les gens qui s'occupent du management. Et ça va être très sympa. C'est l'occasion de les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est quand même génial, ils nous sortent tous de situations très précaires. C'est le moment de leur dire merci. Notre société, elle est marquée par beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Un exemple, quand Habitat Humanisme est né il y a 35 ans, il y avait 1 400 000 de familles monoparentales. Aujourd'hui, elles sont près de 5 millions. La solitude devient en fait un des cancers de notre société. Et le logement intergénérationnel, c'est aussi permet d'abord de dire à des populations plus jeunes en disant mais vous avez votre place et on a besoin de vous. Et de dire à des personnes plus âgées, non, vous n'êtes pas une charge. Non, vous n'êtes pas en fait aujourd'hui inutile dans notre société. Vous avez quelque chose à transmettre. Dans Habitat, c'est l'action publique. Dans Humanisme, c'est ce qu'il n'y a pas toujours dans l'action publique, mais que les uns et les autres nous souhaiterions. Donc cette générosité, cette écoute, cette bienveillance. Et moi, je suis très heureux que ces logements sociaux aujourd'hui se fassent sur Hendaye, en cœur de ville. Est-ce qu'on voit Ce que nous avons mis en place pour notre stratégie financière et pour que les choses soient un peu plus claires pour vous. Là, c'est... Alors, la base de tout notre travail est notre raison d'être, qui est donc celle-ci, cultiver l'abondance en tendant vers le respect et le partage, l'amour, la joie et la sobriété. On avait aussi nos valeurs que vous avez vues dans la plaquette en tout début de parcours. Donc, en fait, notre défi a été, à partir de cette raison d'être et de ces valeurs, de les faire atterrir un peu dans la matière et dans les choix de structure juridique et dans le choix financier pour que la gouvernance soit en accord avec tout ça. Donc, ce qu'il en ressort, en tout cas aujourd'hui dans notre stratégie, c'est que c'est un choix et un engagement complètement personnel, c'est-à-dire que même si vous êtes en couple, c'est une personne, une voix, et il n'y a pas de couple de foyer qui parle au nom de l'autre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a acté assez tôt au sein du collectif. Donc on pourra vous expliquer plus en détail pourquoi ce choix, si vous voulez, vous pourrez en parler avec votre référent. Et en tout cas, ce qui est investi comme argent,
se traduit dans des parts qui sont acquises individuellement. Donc, chacun va avoir des parts dans des sociétés. Donc, chaque foyer peut faire sa tambouille entre lui de comment se répartit l'argent, mais chaque personne sera inscrite individuellement dans les statuts comme coopérateur. Je crois qu'ils ont le même problème que moi, techniquement. Notre élément fort qui est présenté dans notre plaquette, c'est le fait que ce projet d'écolieu repose sur un triptyque, qu'à la fois on vient pour y habiter, on vient pour cultiver aussi une certaine autosuffisance alimentaire avec une partie de terre agricole, et on vient aussi pour prendre notre place, s'investir dans un tiers-lieu, qu'on ait notre activité professionnelle ou pas en fait sur place, mais en tout cas un lieu pour s'exprimer et se connecter au reste du monde. Et donc, du coup, ce triptyque se traduit également dans les statuts financiers. Donc, ce triptyque, on le disait, se traduit aussi du coup dans notre stratégie financière. Tout d'abord, en fait, par une clé de répartition qui est commune à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous déposez 100 € dans le projet d'écolieu, même s'il y a différentes sociétés, en réalité, votre argent va être réparti comme pour toutes les personnes, avec 64 € qui sera à destination de l'habitat, 34 € à destination du projet de tiers-lieu et 2 € à destination de la terre. Cette clé de répartition, qui a fait l'objet de pas mal de discussions et une décision par consentement, elle nous semble à la fois sécuriser la place des habitants, qui du coup l'habitat garde, au cas où il y aurait à un moment donné conflit ou dysfonctionnement, garde pleinement sa place. En même temps, elle rend possible le projet de tiers-lieu, qui est quand même aussi un pilier important. Et au niveau de la terre, on l'a calibré pour que ce soit aujourd'hui adapté au budget qui est estimé pour l'aménagement de cette terre agricole, sachant que pour le moment, on n'est pas propriétaire dans un premier temps. Ce triptyque se traduit aussi par le fait qu'on pratique un principe de coût commun. Donc, c'est-à-dire que quand justement cet argent est déposé, aucune personne ne peut flécher son argent en disant bah, moi, je dépose de l'argent pour construire telle partie de bâtiment et pas telle autre. C'est vraiment un pot commun et c'est l'ensemble de ce pot commun qu'on va essayer de mettre en adéquation entre le budget des travaux et les emprunts qu'on peut avoir. Donc, les prêts bancaires, du coup, sont sollicités collectivement par les entités morales. Il n'y a qu'une personne qui fera un prêt individuel. Et aujourd'hui, on a des apports très variables à la base. Et donc, les emprunts sont aussi très variables en fait, par la suite. Donc, tous les profils sont bienvenus et il n'y a pas de frein en fait, par rapport à ça. Ce triptyque, au final, juridiquement, se traduit dans 4 entités. Là, si vous voulez aussi plus de détails, on fera appel au second juridique pour vous faire une autre vidéo. Mais en tout cas, les 4 entités principales, on a une coopérative d'habitants, on a une SCCI pour la société civile coopérative pour la partie tiers-lieu, qui, elle, du coup, recevra par la suite des activités qui sont locataires de cette SCCI. On a également, donc ces 2 sociétés-là, coopératives et SCCI, sont regroupées sous une SCIA, structure qui nous sert temporairement à acquérir le terrain et à gérer les travaux. Et ensuite, on a en parallèle une association du coup agricole. Dans toutes ces structures, ce qui est important de retenir, c'est que chaque coopérateur en fait, possède des parts dans ces structures coopératives et non des mètres carrés. Donc, personne n'est propriétaire en fait, d'une surface de bâtiment. Alors, pour la coopérative d'habitants, on sera donc en propriété collective, il n'y aura pas de propriété individuelle, tout le monde sera locataire. Tout le monde paiera un loyer mensuel qui, lui, sera divisé entre des charges et les remboursements de l'emprunt qui vont se capitaliser. Il sera possible de demander des aides de logement APL. Nous serons donc dans le même investisseur coopérateur, il y aura 2 appartements locataires et un propriétaire. Comme on sera propriétaire des parts et non pas des logements, on n'aura pas de logement intégré et à tout moment, le logement sera échangé au besoin de notre foyer et des foyers autour de nous. Il y aura une conception des bases communes qui permettra d'avoir des coûts organisés les prestations. Et par contre, bien sûr, chacun aura la possibilité de personnaliser son appartement dans une limite
acceptable pour les collectifs. Alors, concernant les 3 appartements qui seront ouverts aux locataires et non pas à des coopérateurs. Récemment, on a fait une décision par consentement qui venait en fait de notre souhait de pouvoir vivre en fait une dynamique intergénérationnelle au sein du collectif et du coup de pouvoir mettre en place des logements qui soient adaptés au public qu'on aimerait accueillir pour l'intergénérationnel, notamment les jeunes ou des personnes plus âgées. Et on a donc décidé de dédier en fait les 2 appartements ouverts à la location à ces publics-là. Et c'est pour ça qu'il y en a un qui sera dédié à la colocation et l'autre qui sera attribué en fait selon des critères qu'on va définir collectivement. Et du coup, ce qui fait que vous qui êtes en parcours d'inclusion aujourd'hui êtes vraiment en parcours d'inclusion pour rejoindre l'équipe des coopérateurs et que l'idée de venir en tant que locataire de la coopérative d'habitants est vraiment quelque chose qui sort du cadre un peu. On n'est plus dans le paradigme de locataire ou propriétaire en fait, et c'est une mécanique peut-être intellectuelle à discuter ensemble pour vraiment comprendre ce choix et cette différence entre les locataires et les coopérateurs. Et dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec votre référent ou avec le sous-groupe budget ou juridique d'ailleurs, parce que ça a un vrai sens pour nous. Et en fait que la SCCI, dont nous avons tous être coopérateurs, va construire, va faire le projet, en fait, va construire les murs du tiers-lieu. C'est les porteurs de projet ensuite qui vont vraiment faire les finitions et qui vont faire vivre ce lieu. Donc la SCCI va être en fait le bailleur de ces porteurs de projet et c'est les locataires, du coup c'est les porteurs de projet qui vont être locataires de leur espace au sein du tiers-lieu et qui paieront ce loyer à la SCCI. Et ensuite, concernant les activités, en tout cas au sein du tiers-lieu, que ce soit une asso, des micro-entrepreneurs, des sociétés, enfin, tout est bienvenu comme forme juridique pour porter vos projets. Dans tous les cas, la raison d'être et le fil rouge en fait, qui va tenir ce tiers-lieu est toujours en cours finale. Donc, bienvenue dans le sein du tiers-lieu si vous voulez nous aider. Et aujourd'hui, pour les accords que nous avons mis 5 foyers déjà au sein du projet, on finance 35% des travaux à venir, sachant que, comme on disait tout à l'heure, c'est à la louche, c'est des choses qu'on a estimées il y a un moment maintenant et qui vont être revisitées bientôt. Une autre donnée importante du projet, c'est qui vous questionne peut-être au moment d'intégrer le projet, c'est si je veux quitter le projet, comment ça se passe. Donc, vous informez qu'on a un processus de déclusion qui est prévu, qui est inscrit dans notre livret de gouvernance et qui permet d'accompagner en douceur toute personne ou tout foyer qui a envie de se projeter vers d'autres horizons. On a aussi des conditions qui sont écrites dans les statuts des sociétés sur la cession des parts et donc notamment avec un délai de remboursement au maximum d'1 an et plein d'autres dispositifs qui peuvent raccourcir ce délai si tout se passe bien. Et en particulier, par contre, si on quitte le projet, c'est acté comme, en fait, quand on rentre dans le projet, on rentre dans l'ensemble des sociétés. Quand on quitte l'ensemble des sociétés dont nous sommes coopérateurs. Mais par contre, si on a envie de garder un lien avec le projet, on peut y laisser de l'argent si on a envie de prêter de l'argent, mais par contre, on n'a plus de pouvoir de décision. Et on peut aussi continuer à exercer son activité, par exemple, dans le tiers-lieu en tant que locataire, même sans être coopérateur. Donc en fait, pour vous partager aussi que si vous voulez quitter le projet, on a envie que ce processus en fait soit aussi simple et agréable que le processus d'inclusion et que ce soit ni laborieux ni fastidieux, mais qui est plutôt du mouvement en fait. Le mouvement, la vie est bienvenue aussi dans notre projet
Donc, n'ayez pas peur de vous engager par peur de ne pas pouvoir quitter le projet. On espère plutôt qu'il y aura un flux vivant avec nous. Et donc, en conclusion, ce qu'on avait envie de vous partager, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez envie d'intégrer le projet de l'Oasis du Tendre Vert, ça signifie que vous vous sentez prêt à partager en toute confiance et transparence vos possibilités financières, ce qu'on a déjà nous tous fait là dans le premier cercle. On a mis carte sur table, on a partagé nos apports disponibles immédiatement en cash ou en différé suite à une vente, notre capacité de remboursement et donc de loyer mensuel, si on a des emprunts en cours. En tout cas, on a besoin de connaître cette situation, non pas par indiscrétion, mais par besoin pour après monter correctement le projet. Et c'est aussi dans cette transparence-là, du coup, qu'on incarne nos valeurs. Ça signifie aussi que c'est un engagement personnel où on se reconnaît dans le triptyque, où l'ensemble du projet fait sens pour nous. Et donc, on a envie de devenir coopérateur de ces différentes structures juridiques. Donc, c'est vraiment là, en fait, la différence où il reste une possibilité d'être locataire pour la partie habitat si vraiment il y a des critères qui ne vous permettent pas en fait, d'être coopérateur et notamment peut-être d'accéder aux prêts collectifs. Donc, peut-être la banque qui va nous mettre aussi des critères. Mais que ça se discute au cas par cas et que votre envie de nous rejoindre, c'est vraiment pour être investi dans ce projet. Voilà, on espère que ce petit quart d'heure d'explication vous en aura appris plus sur comment on traduit nos valeurs et notre raison d'être dans la stratégie financière et juridique. Et à nouveau, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Ciao, ciao. Bye bye. Voilà les projets qui nous sont proposés. Alors moi, ce que je propose, si tu en es d'accord, Chloé, c'est de vous inviter. On a largement débordé le cadre, mais c'était certainement parce que vous étiez intéressés. Il y a un petit pot d'amitié qui vous attend, café pour ceux qui ont un peu froid, ou jus de fruits, juste à l'entrée. Il ne fait pas chaud parce qu'on a laissé la porte ouverte, mais autrement, les radiateurs marchent très, très bien. Voilà, donc, à moins qu'il y ait une dernière intervention, bien évidemment, merci à tous les intervenants, parce que vraiment, c'était clair, enfin, je pense, c'était clair, les gens sur le Zoom n'ont pas eu l'air de... Ils sont tous restés, donc merci à eux, merci à vous tous, merci Chloé pour ton animation, et on se retrouve au café.